le lancement des simulations et l'analyse des résultats. Et en fin de séance, s'il nous reste un peu de temps, nous pourrons faire une petite session de réponse à vos questions. Donc, je ne me suis pas présentée, je suis Marie Frappin, ingénieure R&D à Efficacity. Et ce matin, je suis accompagnée d'Axel Robert, également ingénieur R&D à Efficacity, et d'Emilien Paron, qui est le product owner d'Urban Print et qui est lui du CSTB. Donc, il s'agit d'un webinaire qui est enregistré, donc on vous enverra un lien après la session. Pour faciliter ce webinaire, on va vous demander d'éteindre vos caméras et micros si c'est possible, parce qu'on a un certain nombre de participants ce matin. Mais l'idée, c'est que vous puissiez quand même rester actif pendant ce webinaire et n'hésitez pas donc à poser vos questions dans le chat. Axel et Emilien pourront vous répondre en direct. Donc, un petit retour sur ce qu'est Urban Print. Urban Print, c'est le premier logiciel qui permet, qui a permis d'implémenter la méthode quartier énergie carbone de l'ADEME. Donc, qu'est-ce qu'il permet de faire? En fait, c'est un outil qui va permettre l'évaluation des projets d'aménagement ou de rénovation urbaine, mais pas que. Il va pouvoir aussi être utilisé en tant qu'outil d'aide à la conception de ces projets d'aménagement. Et tout ça via en utilisant une méthodologie en analyse de cycle de vie, donc qui va permettre d'évaluer des indicateurs tels que l'énergie et le carbone. Donc l'énergie et le carbone qui sont les deux indicateurs que l'on va généralement faire ressortir, mais il faut savoir que l'outil permet également de ressortir un certain nombre d'autres indicateurs d'analyse de cycle de vie. Quand est-ce qu'on va pouvoir utiliser Urban Print? L'idée d'Urban Print, c'est de pouvoir être utilisé en différentes phases d'avancement du projet d'aménagement. Donc en fait, à minima, on va avoir besoin de données liées à la programmation, liées au plan masse en fait, de l'opération. Donc tout ce qui est lié à la programmation, le nombre de surfaces utiles de tel ou tel usage, la typologie d'espace extérieur par exemple. Et après, à partir de ça, on a un système d'enrichissement des données qui peut être fait de façon automatique dans le logiciel. Donc, c'est pour ça qu'on va pouvoir utiliser le logiciel dans différentes phases d'avancement du projet, que ce soit en phase amont, cette fois-ci plutôt en vue d'être utilisé comme outil d'aide à la conception. Donc, on va pouvoir comparer différentes variantes, identifier des leviers d'action qui n'ont pas encore été mobilisés, par exemple. Et on va également pouvoir utiliser l'outil plutôt en phase avancée du projet d'aménagement, par exemple, une fois que les permis de construire ont déjà été déposés. Et là, donc là, on fera plutôt une évaluation finalement du projet d'aménagement en ressortant différentes sorties comme le score carbone, score énergie. On fera pas évidemment pour en reparler par la suite. Et enfin, à qui s'adresse cet outil? Donc, c'est un outil qui se veut collaboratif. Donc, l'idée, c'est de pouvoir impliquer tous les acteurs de l'aménagement. Donc, vous le verrez dans la démonstration, c'est un outil qui est assez facile à prendre en main, assez intuitif. Par contre, pour ce qui est de l'analyse des résultats, on préconise quand même une certaine expertise en analyse de cycle de vie. Et enfin, c'est un outil qui pourrait permettre le dialogue entre toutes les parties prenantes d'un projet, ça allant jusqu'à même l'usager du quartier, puisque vous verrez, on calcule ce qu'on appelle l'empreinte à l'habitat. Donc voilà, on a fait un petit point sur ce qu'était Urban Print. Maintenant, les différentes sorties du logiciel pour voir à peu près ce qu'on peut faire. En fait, c'est un outil qui va pouvoir calculer performance énergie et carbone d'une opération d'aménagement ou de rénovation. Et donc, avec ça, on va pouvoir passer notamment par d'autres types de sorties qui sont le score carbone et le score énergie. Donc, comment est-ce qu'on va pouvoir les calculer? C'est que dans un premier temps, l'utilisateur, en fait, Urban Print, il va pouvoir aller renseigner son opération. Donc, c'est-à-dire, ici, c'est ce qui est caractérisé par le projet à évaluer. Donc, comme on disait tout à l'heure, il faut à minima qu'il puisse renseigner le plan de masse. Et par rapport à cette opération-là, il peut déjà avoir activé quelques leviers de manière à réduire son impact environnemental. Une fois que l'utilisateur il a fait ça, l'outil automatiquement il va aller calculer ce qu'on appelle le projet de référence. Donc le projet de référence, c'est un projet avec la même localisation, le même programme et la même forme urbaine que le projet qui a été défini par l'utilisateur, mais avec des niveaux de performance qualifiés de business as usual ou respectant le minimum réglementaire. Donc par exemple pour des bâtiments construits avant 2022, par exemple en 2018-2019, on va considérer que le minimum réglementaire d'un point de vue de la performance énergétique des bâtiments qui sera appliqué, ça va être la RT 2012. Après cette date, ça va être plutôt la RE 2020.
Et donc, une fois qu'on va avoir ces deux projets-là, donc celui qui a été renseigné par l'utilisateur et celui qui a été généré automatiquement par l'outil, donc la référence, on va aller pouvoir calculer le score carbone et le score énergie. Donc, le score énergie, ça va être la différence en pourcentage entre l'énergie primaire non renouvelable consommée par le projet et celle du projet de référence. Et pour le score carbone, ça va être la même chose, mais cette fois-ci, on va prendre la différence entre le projet et le projet de référence en termes d'émissions de CO2 équivalent. Donc, vous avez ici un petit exemple de sortie d'Urban Print, où pour un projet, on a évalué le score carbone qui était de moins 24,5%. Moins 24, c'est positif, c'est-à-dire que notre quartier, enfin, l'opération qui a été saisie par l'utilisateur, il émet 24,5% d'émissions CO2 en moins par rapport à la référence. Et après, on peut aller voir en fait dans le détail de chaque contributeur. Donc, ce que j'appelle contributeur, ça va être la légende du graphique, donc l'énergie en phase d'exploitation du quartier, les produits de construction, la gestion de l'eau, des déchets, la mobilité ou le terrassement. On peut aller voir pour chacun de ces contributeurs la comparaison entre le projet et le projet de référence. Donc là, on voit qu'en fait, si on a une diminution des émissions de CO2, c'est notamment lié à des actions sur les contributeurs énergie principalement et produits de construction. Pour ce qui est des autres contributeurs, on voit qu'on est en égal à la référence, ça veut dire qu'on n'a pas forcément activé de levier sur ces derniers. Donc voilà, l'outil permet de pouvoir se comparer à une référence, mais aussi de pouvoir en fait tester différentes variantes, différents scénarios et de pouvoir appliquer différents leviers d'action de manière à réduire les impacts environnementaux, notamment sur l'ensemble des contributeurs qui avaient été mentionnés, donc les points de construction, les systèmes énergétiques, l'eau, les déchets, le chantier, et donc l'usage des sols qui apparaissait pas sur le graphique d'avant, mais on va pouvoir, avec ce contributeur-là, par exemple, prendre en compte le stockage carbone lié à l'imperméabilisation d'une surface végétalisée, par exemple. L'outil va aussi également permettre d'identifier des leviers d'action à mobiliser de manière à atteindre ce qu'on va appeler le scénario optimal. Donc le scénario optimal, c'est un scénario qui est calculé automatiquement par l'outil via un algorithme d'optimisation, via un algorithme d'optimisation. Et il va permettre d'identifier en fait la combinaison de leviers d'action mobilisables pour atteindre un optimal. Donc ça peut être suivant différents indicateurs. Si je raisonne en termes d'émissions de CO2, l'algorithme il va permettre de trouver le scénario optimal qui va réduire en fait au mieux les émissions de CO2 associées à l'opération. Et donc l'outil va pouvoir générer ce graphique-là qui s'appelle finalement le diagramme de Chaplet, où on va pouvoir resituer notre projet, donc ici en bleu, par rapport d'une part à la référence. Donc on voit que par rapport à la référence, ce dernier il permet de bien réduire en fait les émissions de CO2. Donc on passe de 4,67 millions de kilogrammes de CO2 équivalent par an à 2,65. Et ça, on va pouvoir voir lesquels leviers en fait ont permis cette réduction-là. Donc on voit que c'est les leviers qui ont été enclenchés sur le contributeur énergie qui a permis la plus grosse émission en termes d'émissions de CO2, mais également les leviers enclenchés sur les matériaux de construction. Après, on peut voir que le schéma, qu'on peut encore avoir on a encore une marge d'action pour atteindre en fait le scénario optimal. Donc il y a le scénario en vert ici qui permettrait justement de réduire encore plus cette émission de carbone, notamment en jouant sur encore plus en fait sur le contributeur matériaux de construction ou énergie, ou alors en allant enclencher d'autres leviers sur les contributeurs déchets et terrassement. Donc, ce qui est intéressant aussi avec ce diagramme, c'est qu'on va pouvoir visualiser en fait le poids des leviers par rapport à cette réduction souhaitée. Et enfin, la trajectoire entre la référence et le scénario optimal va pouvoir permettre de situer notre projet. C'est ce qu'on va appeler en fait l'attaque du potentiel. Donc, par exemple, dans notre cas ici, on considère que le projet il a atteint 80% du potentiel de réduction des émissions de CO2. Et enfin, l'outil va permettre également de calculer ce qu'on appelle la performance à l'habitant. Donc en fait, on va aller élargir le périmètre de l'évaluation. Donc jusqu'à présent, ce que je vous ai présenté, c'était des leviers qui étaient uniquement tournés plutôt vers l'aménagement. Et donc l'idée, c'est d'étendre le périmètre à toutes les activités de l'usager, de manière à intégrer par exemple l'alimentation, la consommation de biens ou alors le transport longue distance. Et donc on va pouvoir, à partir de ce calcul-là,
positionner voilà, l'habitant du quartier sur la trajectoire qui permet de réduire les émissions de CO2 à 2 tonnes carbone d'ici à l'horizon 2050. L'outil va permettre d'avoir un ensemble de résultats à la fois agrégés et désagrégés, c'est-à-dire qu'on peut sortir très bien les émissions de carbone, tout autre indicateur à l'échelle du quartier, ou alors bâtiment par bâtiment, espace extérieur par espace extérieur, etc. Comme je le mentionnais tout à l'heure, on n'a pas seulement l'énergie et le carbone. En fait, les résultats ils sont aussi détaillés selon les 24 indicateurs environnementaux de la norme EN 15804. Et enfin, va arriver très prochainement dans l'outil les indicateurs du label BBCA quartier. Donc, voilà pour cette petite présentation des sorties. J'espère que ça n'a pas été trop rapide. Le chat fonctionne bien pour tout le monde. N'hésitez pas à poser vos questions dans ce dernier. Très bien, merci Kian. Et donc, on va passer à la phase de démonstration du logiciel. Donc là, je vais vous montrer comment cela fonctionne. Donc, vous voyez bien mon écran. Est-ce que vous voyez mon curseur? Oui. Je vais me déconnecter. Voilà. Vous voyez tout mon écran. Donc, je ne sais pas spécifié peut-être tout à l'heure, mais UrbanPrint, c'est une application en ligne. Donc, elle est disponible directement via un navigateur en utilisant les identifiants qui sont généralement communiqués par mail. Donc, une fois qu'on installe les identifiants, on va arriver sur ce qu'on appelle la page d'accueil. Donc, la page d'accueil d'UrbanPrint qui va pouvoir récapituler l'ensemble des projets qui ont déjà été modélisés avec l'outil. Donc, en sachant que pour chaque projet, ça pourra contenir en fait l'ensemble des études qui portent sur une opération donnée. Donc là, si on souhaite repartir de zéro, on peut faire ajouter un projet. Et donc, à la création d'un projet, on va devoir renseigner un petit prénom à ce dernier. On peut également lui ajouter une description. Donc, aujourd'hui. Ça, c'est optionnel. Et par contre, il est nécessaire de renseigner l'adresse du projet. Donc, je vais aller me positionner dans le 13e arrondissement à Paris. Et une fois que je vais créer mon projet, j'arrive sur une nouvelle page qui est cette fois-ci la page projet. À partir de là, si vous avez déjà un fichier GeoJSON qui est issu d'UrbanPrint ou alors d'un autre logiciel de SIG, vous pouvez directement l'apporter ici. Ou alors, comme nous, ce matin, on va plutôt repartir depuis le départ en ajoutant un plan masse. Je vais lui donner un nom de distribution. Et donc là, on arrive sur une nouvelle page. Donc, une fois que le plan masse est créé, on arrive sur la page plan masse. Et donc vous voyez qu'on est centré sur, on est avec un fond de plan en arrière-plan centré sur l'adresse qui avait été renseignée initialement lors de la création du projet. Donc on a la rue des Landrettes. Vous voyez ici apparaissent un certain nombre d'onglets, donc périmètre, bâtiment, espace extérieur. Au départ, à la création d'un plan masse, ce qu'il faut, c'est créer un périmètre. Donc c'est dans ce périmètre que pourrait être contenu l'ensemble des impacts environnementaux que nous prendrons en compte. Donc, moi, je trace ce périmètre ici. Donc, une fois que le périmètre est tracé, je peux aller valider ce dernier. Et en fait, à la validation, il va me proposer de récupérer les bâtiments existants qui sont déjà présents dans ce périmètre. Donc, en fait, l'outil, il est relié à la base nationale des bâtiments, qui est une base de données du CSTB. Et donc, il possède déjà un certain nombre de données relatives à des bâtiments existants. Alors, ils ne sont pas forcément tous, mais on peut avoir des données d'emprise au sol ou alors même d'années de construction, ce qui va nous permettre de pouvoir renseigner, en fait, l'outil va pouvoir renseigner par défaut un certain nombre de caractéristiques liées à ces derniers. Ou alors, on peut avoir même des données un peu plus complètes qui résultent directement de diagnostics de performance énergétique. Donc là, si je les récupère, il va aller me
chercher dans la base de données. Donc ça, pendant un certain temps, ça va dépendre en fait du périmètre aussi. Donc là, on a un périmètre qui est assez restreint. Si on prenait un périmètre plus grand, ça pourrait prendre plus de temps. Et donc après, il me fait un petit récapitulatif des bâtiments qui existent à l'intérieur du périmètre. Donc là, en fait, il me renseigne qu'il y a 6 bâtiments existants et dont on a les données de DPE. On va pouvoir fermer cette fenêtre-là. Donc je les vois maintenant apparaître en fait sur mon fond de plan. On a la géométrie qui est rentrée. Et ils sont également apparus dans la navigation sous l'onglet bâtiment. Voilà, ils sont apparus ici. Après, on a un certain... Enfin, si on clique sur ces derniers, on va avoir un certain nombre de caractéristiques du coup, qui seront pré-remplies. Donc là, sur les bâtiments existants, par exemple, on va pouvoir trouver leur année de construction. Donc là, c'est un bâtiment dont le permis de construire a été déposé en 2012. Voilà, on a des informations de surface en prise au sol, on a l'usage, donc c'est un logement collectif, le nombre de niveaux, etc. Et donc, par rapport à ce bâtiment-là, je peux décider ou non de faire une action, c'est-à-dire qu'on va pouvoir soit se dire, bon, bah, ces bâtiments, ils sont à l'intérieur du périmètre, mais on ne les touche pas. Ou alors, on peut choisir de les rénover ou de les démolir. Donc là, par exemple, dans l'action envisagée, je peux dire, bon, bah, ce bâtiment, je souhaite le rénover. Il change de couleur. En fait, la couleur, ça va être relative finalement à la petite légende qui est positionnée en bas ici. Donc, il apparaît en vert, c'est un bâtiment rénové. Et celui-ci, par exemple, je peux faire l'hypothèse de la manière que c'est un bâtiment démoli. Pour les autres bâtiments, on peut dire, bon, bah, on n'y touche pas, c'est l'existant. Maintenant, donc là, c'est si j'importe des bâtiments. Si je veux en créer des nouveaux, il va falloir que je les trace directement sur la carte. Donc, en fait, on a un outil de tracé de bâtiment. Pour aider le tracé, on peut importer une image directement sur l'outil. Donc, on clique sur importer une image. Et là, hop, je vais importer cette dernière. Donc, à partir de là, on peut aller, en fait, on a un ensemble de petits outils qui permettent de redimensionner, de la faire pivoter, etc. Moi, je vais le faire un peu de façon grossière, pour l'exemple, mais là, on peut repositionner ce dernier et valider la position du fond de plan. Et donc là, j'ai un bâtiment neuf, un exemple de bâtiment neuf que je vais pouvoir tracer. Donc, je vais ajouter un petit bâtiment et je vais pouvoir aller tracer son contour. Voilà, donc là, je peux tracer en fait plusieurs bâtiments d'affilée, mais je peux aussi juste valider ce dernier. On voit qu'il y a une cour intérieure. Donc, pour la modéliser, on peut prendre le petit outil ciseau et la découper de manière à ne pas l'intégrer dans la surface du bâtiment. Donc, voici. Après, on a un ensemble d'autres outils. On peut aussi le déplacer, le dupliquer, etc. Donc, ce bâtiment-là, je vais pouvoir le renommer. Je vais l'appeler rez-de-chaussée. Je vais noter que c'est un bâtiment neuf. Et donc, effectivement, dans le statut, on voit que c'est un bâtiment neuf. Donc, on fait par défaut, l'outil fait une hypothèse que le dépôt de permis sera lieu en 2020, on peut le modifier. On peut choisir l'usage, donc parmi une liste d'usages qui est la suivante, donc avec tout ce qui est résidentiel, maison individuelle, logement collectif, puis un certain nombre d'usages tertiaires. Pour cet exemple-là, on va choisir le bureau. Et donc, en fonction du choix de l'usage, on peut avoir en fait des descriptions, enfin des paramètres qui s'affichent en plus. Donc là, typiquement, on peut choisir s'il y a des commerces en petit immeuble et s'il y a un service de restauration inclus dans le bâtiment. Donc pour le nombre de niveaux, on peut prendre l'exemple de 2, puis on va voir que hop, automatiquement, ça va aller ajuster la hauteur totale et la surface utile. Et on peut également renseigner l'usage des sols initiales. Donc là, c'est pour la prise en compte du déstockage carbone. Donc là, par exemple, un bâtiment, on sait que ça va être de la surface imperméabilisée. Si je suis construit sur une surface artificielle végétalisée, par exemple, on sait qu'il y aura un déstockage carbone associé. Donc, tout au l'outil, en fait, il propose un tas de données en fait, à différents niveaux de précision. Et à chaque instant, c'est modélisé par le petit plus qu'on voit ici. C'est-à-dire qu'avant le petit plus, on a une donnée assez générale. Donc là, on va aller renseigner l'usage des sols initiales. Donc ça va être surface artificielle végétalisée.
Et après, en cliquant sur le petit plus, en fait, on a une version un peu plus détaillée de la donnée. C'est-à-dire que là, si on connaît cette dernière, on peut renseigner si cette surface artificielle végétalisée, c'est plutôt dominante en herbé ou plutôt arborée ou buissonnante. Il y a différents niveaux de saisie de la donnée. Après, donc, j'ai créé ce bâtiment-là. Je peux créer, en fait, différentes zones associées à ce même bâtiment-là. Donc, ça peut être non plus en cliquant sur créer des bâtiments, mais en cliquant sur ajouter des zones. Donc là, on va ajouter une zone. Par exemple, on va ajouter les étages qui sont présents ici. Je vais aller valider. Donc, on va appeler cela étage. Yes. Donc, de la même manière, on peut dire, bon, bah, pourquoi pas, hein, ce sont des logements collectifs au-dessus d'un socle de bureaux. Et on peut faire l'hypothèse qu'on a quatre niveaux de logement. Donc là, on va voir que les bâtiments, ils apparaissent en contour rouge. D'après la légende, ce sont des bâtiments erronés. Si on voit, en fait, dans la navigation, il nous renseigne qu'effectivement, au niveau des bâtiments, il y a un souci. Et ça vient du bâtiment neuf. Et donc, si on clique sur le petit attention, on voit qu'en fait, ce sont des zones en condition les unes avec les autres. C'est parce qu'on a mis un bâtiment, enfin, une des zones au-dessus de la première. Mais le souci, c'est qu'on n'a pas adapté l'altitude. Donc, en fait, il faut que j'aille adapter l'altitude. Je sais que mon bâtiment dessous, il mesure 5,4 mètres. Donc, je vais aller l'ajouter ici. Donc, ça fait 69. Voilà. Donc, j'adapte mon altitude et donc là, c'est bon, on repasse en bâtiment valide. Voilà, donc par rapport aux zones, on peut également en fait déplacer les zones d'un bâtiment à l'autre. On peut aussi utiliser un outil pipette de manière à copier l'ensemble des paramètres d'un des bâtiments d'une des zones dans une autre zone. Et enfin, voilà, pour le plan base, on va aussi renseigner ce qu'on appelle les espaces extérieurs. Donc, les espaces extérieurs, ça va être un peu différent des bâtiments. Les bâtiments, on a besoin d'avoir leur tracé précis sur la carte pour avoir leur localisation dans le périmètre, pour pouvoir prendre en compte finalement les masques des bâtiments les uns avec les autres, et aussi leur orientation ou leur compacité. Pour ce qui est des espaces extérieurs, en fait, le calcul qui est fait derrière ne nécessite pas en fait, d'avoir leur localisation précise dans le périmètre. Donc, on ne va pas les tracer sur le fond de plan. On va pouvoir les ajouter un par un donc, avec le petit outil ajout d'espace extérieur. On a deux typologies d'espaces extérieurs. On va avoir les espaces extérieurs type surfacique ou les espaces extérieurs type linéaire. Donc là, si je modélisais un par, je vais dire plutôt sur le surfacique. On peut qualifier si c'est un espace neuf, déjà existant, ou entre les deux, si les fondations carrément étaient déjà existantes, par exemple. Et donc, pour ce qui est de la surface, comme je disais, on n'a pas forcément besoin de le localiser, donc on pourrait très bien rentrer une surface par défaut à la main, donc c'est 1000 m². Si je n'ai pas ce renseignement-là, mais que j'ai un tracé quand même présent sur mon fond de plan, je peux quand même utiliser un petit outil, une petite réglette. Et à partir de cette réglette-là, je vais tracer mon parc. Donc, je fais l'hypothèse que c'est ce petit parc-là. Et donc, lui, il va pouvoir me retrouver la surface associée. Voilà, du coup, pour ce parc-là, on peut également renseigner l'usage initial et l'usage prévu pour la prise en compte du stockage, du déstockage carbone des sols, avec un niveau de détail plus ou moins important. Donc là, par exemple, si je considère que son usage prévu, de façon générale, c'est un parc végétalisé, je peux aller voir un peu plus dans le détail ce qu'est un parc végétalisé, en fait, en termes de pourcentage de chaque typologie d'espace, donc espace bétonné artificialisé, par exemple, espace vert artificiel, etc. Donc, en fait, je vois qu'un espace végétalisé, c'est 20% d'espace piétonnier artificiel, 70% d'espace vert artificiel, 5% de parking et 5% de pistes cyclables. Là, je peux me dire, en fait, non, moi, j'ai pas de parking, par exemple, mais j'ai 10% de pistes cyclables. Bon, j'ajoute cela et l'idée, c'est de bien s'assurer que ça fasse 100%. Donc voilà pour ce type d'espace surfacique. On peut également ajouter les espaces linéaires. Donc, l'espace linéaire, ça va plutôt être, il y a de la voirie. Je vais appuyer sur dernière rue. Et donc, je vais cliquer sur espace linéaire. Et comme pour les espaces extérieurs surfaciques, on va pas avoir leur tracé dans le périmètre, mais on va pouvoir utiliser une réglette pour calculer leur distance.
Là, par exemple, je décide de prendre en compte cette rue-là pour une distance de 137 mètres. Et après, je peux aller renseigner en fait le nombre de voies, de voies circulantes, de bandes de stationnement, de pistes cyclables, etc. Et donc, toujours en fait, dans l'onglet petit plus ici, je vais pouvoir en fait spécifier si j'ai ce niveau de taille-là, la largeur de chacune de ces voies. Après, ça peut être un peu fastidieux de remplir. Enfin, on peut avoir quelques informations de certains parcours de rue. Si on les a pas forcément tous, on peut utiliser renseigner directement l'espace résiduel. Donc, l'espace résiduel, ça va être finalement l'espace qui est inclus dans le périmètre, mais qui ne sera pas un bâtiment ou un espace extérieur déjà rempli. Donc, ce dernier, on peut le renseigner, c'est un espace surfacique, mais on peut le renseigner de la même manière que le parc, par exemple, en indiquant en fait son usage prévu général. Donc là, on peut remettre la digitalisée. Et de la même manière, on peut requantifier en fait les différentes parts de chaque typologie de surface. Donc là, par exemple, je peux remettre 0% de parking, 10% de pistes cyclables. Donc voilà pour le plan de masse. Je ne sais pas, Emilien, si tu penses à quelque chose que j'aurais oublié. Non, non, j'ajoute 2-3 trucs à l'écrit. Ok, ça marche. Mais Donc, une fois qu'on a fait le plan match, donc on l'a finalisé, on peut aller associer des différentes stratégies de mise en œuvre en fait, de ce programme. Directement via justement la page plan masse, on va faire aller créer une stratégie. Donc là, de la même manière, je vais lui donner un petit nom, je vais lui donner une description. Et donc là, on a la stratégie qui va apparaître en fait dans le plan masse. On a une phase un peu d'attente qui est ce qu'on appelle une phase d'enrichissement où là, c'est comme on l'expliquait en introduction, l'outil en fait, il va aller compléter l'ensemble des informations liées aux bâtiments et aux espaces extérieurs qui ont été renseignés. En fait, toutes ces données-là vont correspondre à la référence. C'est-à-dire que si j'enrichis ma stratégie et que je lance directement une simulation, ça va correspondre finalement à la simulation de référence. Donc voilà, on peut ajouter plusieurs stratégies associées à un plan masse. On peut même aller ajouter d'autres plans masse en fonction de l'étude que l'on souhaite faire. Et après, on a des petits outils comme ceci. Hop, on va pouvoir obtenir en fait, les stratégies qui sont relatives à un plan masse. Par exemple. alors, normalement, ça prend pas ce temps-là. Oui, c'est ce que je suis en train de me dire. Je vais réactualiser pour voir. Si. J'essaie d'en créer une autre. Ouais, on est sur le serveur test, donc normalement, personne fait des choses dessus, mais essaye, mais Voilà. Il faut qu'elle ait du direct. Donc finalement, on a la stratégie qui a été enrichie. Maintenant, on va pouvoir l'ouvrir directement et on va arriver dans ce qu'on appelle la page stratégie. Donc cette fois-ci, on revoit apparaître notre plan avec les différents bâtiments. On peut encore les sélectionner, mais on va plus pouvoir modifier leur géométrie, par exemple. Et donc pour chaque bâtiment, si je clique sur un, on voit qu'effectivement, on peut voir les données qui avaient été enregistrées dans la partie plan masse, mais elles sont cette fois-ci plus modifiables. Donc, dans cet exemple-là, j'ai un certain nombre de bâtiments qui apparaissent en rouge. Donc, en fait, ce sont des bâtiments erronés. On peut encore retrouver en fait, l'erreur qui est associée ici. Là, il nous parle de la source de chaleur réseau distant. En fait, c'est parce qu'il s'agit de bâtiments qui ont été récupérés via la base de données nationale des bâtiments. Et donc, il était spécifié qu'ils étaient raccordés à un réseau de chaleur. Et en fait, le réseau de chaleur n'a pas été récupéré. Donc, il y a des champs manquants. On pourrait recréer ce réseau de chaleur. Mais pour aller assez vite dans l'étude, on peut juste les raccorder à un chauffage collectif à l'échelle du bâtiment.
cette correction-là. Donc voilà, un ensemble de bâtiments. Donc on retrouve également le code couleur avec les bâtiments existants, les modules neufs et rénovés. Si on va sur le bâtiment neuf qui avait été créé, donc comme je disais, il y a les données générales qui répertorient toutes les données initiales du plan masse. Après, on va pouvoir naviguer dans les ensembles de contributeurs et aller activer des leviers. Donc par exemple, dans le contributeur système, je vais avoir une sous-catégorie liée au chauffage, au refroidissement, au chute sanitaire, la production solaire, la ventilation et l'éclairage. Donc, si je navigue à l'intérieur, bon, bah, je peux retrouver en fait le mode de production de chauffage prévu par défaut. Donc, c'est collectif à l'échelle du bâtiment avec le combustible gaz. Si je vois le niveau de détail, encore une fois un peu plus détaillé, je peux avoir le système de production de façon plus précise. Donc, c'est une chaudière gaz à condensation et on n'a pas de système d'appoint de chauffage prévu, par exemple. Là, on peut voir que si je change, par exemple, le système par de l'électricité, bon, bah, les propositions de système de production principal évoluent, donc on va avoir différents types de packs. Et on peut également ajouter un certain nombre de systèmes d'appoint de chauffage. Donc ça, il en sera de même pour le refroidissement et le chute sanitaire. On va pouvoir en fait finalement donner soit assez générique si on n'a pas l'information, soit aller compléter de façon plus précise le type de système. Pour la production solaire, en fait, par défaut, on n'en a pas, mais on peut en rajouter, donc soit du solaire photovoltaïque ou du solaire thermique ou les deux. Donc, si j'en ajoute, en fait, il va me demander la surface, la surface d'emprise des panneaux photovoltaïques. Donc, avec toujours une valeur par défaut qui va dépendre finalement de la performance du bâtiment visé. Là, donc là, je vais pas remettre pour ce bâtiment-là. On va également avoir des données donc, sur les ventilations, sur les systèmes de ventilation prévus ou l'éclairage, si on est en mode standard, détection de présence. Donc, je ne vais pas spécialement mentionner, mais en fait, pour chaque information, si vous avez un peu de doute sur la définition, vous pouvez très bien cliquer aussi sur les petites infobulles qui permettent de détailler en fait chacun des paramètres. Donc voilà pour le contributeur système. On a la même chose pour les produits de construction qui cette fois-ci vont être découpés en deux. On va avoir les produits de construction liés à la superstructure et ceux liés à l'infrastructure. Donc si on commence par l'infrastructure, ça va être surtout lié au nombre de niveaux souterrains. Donc par défaut, on va avoir hop là, un nombre de niveaux renseignés et donc un nombre de niveaux de parking également. Et donc si on a des informations un peu plus complémentaires, on peut également renseigner de façon plus précise la surface en mètres carrés de ces derniers. Et pour ce qui est de la superstructure, on va avoir un niveau de détail assez large au départ. On va pouvoir renseigner juste, par exemple, la performance énergétique visée. Donc là, c'est un bâtiment, donc on disait, qui a un dépôt de permis de construire qui est avant 2022. Donc par défaut, on va considérer que sa performance visée, c'est le standard niveau RT 2012. Après, je peux aller le modifier. En fait, on a un niveau plus élevé, type 2020, ou correspondant au label 1 ou 2, ou alors très élevé, correspondant plutôt au label plus ou moins 1, 3 ou 4. Et donc, si je change ces paramètres-là, donc là, je suis en RT 2012, on voit que j'ai un niveau de détail là, qui peut être plus important ici. Donc, là, je reste de façon très générale sur la performance des principaux matériaux de construction, mais je peux aller renseigner, en fait, façade par façade, on va dire, différentes informations. Donc, si par exemple, je vais être en façade des baies, je peux aller renseigner le type d'isolation, si on est plutôt intérieur ou extérieur, le niveau d'isolation, le type de vitrage, etc. Et donc, si je change, par exemple, ici pour mon bâtiment, je vais dire que c'est un bâtiment qui vise une performance plutôt élevée. On voit qu'on a une mise à jour automatique, en fait, du niveau d'isolation, par exemple, du ratio de surface vitrée prévu. De même pour les matériaux de construction, donc par défaut, on a un matériau classique. Si on va dans structure, on peut voir que ah oui, ça va être plutôt pour un bâtiment résidentiel. Et dans structure, on va voir que c'est un voile porteur béton. Donc si je passe en mixte, on va avoir plutôt une ossature mixte bois béton. Donc on va avoir un niveau de détail qui va se préciser. Et donc pour l'étage, je peux également passer en performance élevée.
De la même manière, je vais avoir les contributeurs hauts. Cette fois-ci, je vais pouvoir renseigner si on a de la récupération d'eau de pluie en toiture. Et donc, si elle est à destination du bâtiment pour des usages plutôt de toilettes enfin, pour des usages d'eau non potable, on va dire. Ou alors, si elle peut être récupérée en vue de l'arrosage des espaces extérieurs. Et de la même manière, donc j'ai aussi la gestion des déchets. Donc là, on est dans un bâtiment résidentiel, on ne propose pas une option, c'est-à-dire que pour le résidentiel, on considère que c'est forcément la municipalité qui gère cela. Par contre, on va pouvoir le paramétrer pour le tertiaire, choisir soit la municipalité, soit un prestataire privé. Voilà pour ce qui est du bâtiment neuf. Pour ce qui est du bâtiment rénové, on va pouvoir de la même manière retrouver les différentes caractéristiques de ce dernier. Pour ce qui est des systèmes, en fait, à chaque instant, cette fois-ci, on ne va plus forcément demander uniquement le chauffage prévu, on va demander en fait l'état initial et l'état final, l'état prévu de chacune des données. Donc, si je prends par exemple plutôt la production solaire, donc il me dit effectivement à l'état initial, il n'y avait pas de production solaire, et maintenant, je prévois d'en ajouter, en fait, donc je mets du photovoltaïque, et donc à quel niveau on peut mettre un certain pourcentage. De la même manière, pour les produits de construction, on va toujours avoir le découpage en superstructure et infrastructure. Et cette fois-ci, on va avoir la performance énergétique visée par la rénovation. Donc là, on peut mettre éligible C2E. Et on va devoir aussi renseigner le type de matériaux, par exemple, utilisé pour la rénovation. Et donc, pour chaque sous-catégorie, on a également l'état des murs initial et l'état des murs prévu au final. Et de même pour les déchets, on va avoir les mêmes classifications. Voilà, on peut également ajouter des réseaux de chaleur. Donc, en cliquant sur l'onglet réseau thermique, on va avoir deux typologies de réseaux qui vont être modélisables, soit des réseaux à échelle quartier, donc construits dans le cadre ou alimentant finalement une grande partie et uniquement ces derniers, les bâtiments à l'intérieur du périmètre, ou alors des réseaux existants, donc c'est des réseaux qui existent déjà à l'extérieur et qui alimentent également un ensemble de une grande partie de bâtiments qui ne sont pas connus dans le périmètre. Donc là, si je fais l'exemple d'ajouter un réseau de quartier, donc comme pour les bâtiments tout à l'heure, je fais un petit plus ajouter un réseau de quartier. Et donc là, je peux décider d'ajouter une boucle tempérée, par exemple. Donc j'ai un choix en fait en fonction. J'ai plusieurs typologies de réseaux de quartier. Je sais une boucle tempérée, chaleur et froid, par exemple. Et mettre la présence de stockage additionnel court terme ou de stockage intersaisonnier. Une fois que j'ai créé cette boucle tempérée, ça ne suffit pas. En fait, il faut que je puisse y ajouter des sources chaudes et des sources froides. Donc, je peux ajouter, pour chaque cas, je peux ajouter plusieurs sources chaudes. Donc, par exemple, prendre une première qui va être la géothermie. Donc, je vais ajouter la géothermie basse température. Et pourquoi pas une deuxième avec une centrale à gaz. Donc, vous voyez les parts de puissance de chaud à chaque instant. Si on en ajoute plusieurs, en fait, il faut s'assurer que le total fait 100. Et donc, par exemple, là, on veut dire que 80% de la puissance de chaud, c'est par cette source-là, et 20% par la seconde. En sachant que l'ordre de déclaration est très important. C'est-à-dire que là, je vais déclarer la source géothermique en première, donc c'est celle-ci qui va faire appel à celle-ci en premier. De la même manière, je peux ajouter des sources froides, donc ça 3, où on va pouvoir retrouver également de la géothermie. Là, je vais en créer qu'une seule, donc je laisse la part à 100%. Et on a aussi les moyens d'ajouter une source de récupération. Donc, sur eau usée uniquement pour l'instant, on va appeler ça step. Pour celle-là, on va renseigner en fait le nombre d'habitants qui sont reliés au réseau d'assainissement. Un exemple, c'est peut-être pas très cohérent, mais c'est des données qui peuvent être modifiées. Voilà, donc là, on a créé notre réseau. Donc, on peut aussi créer un réseau existant, mais ça va être un peu différent. Donc, si je fais avec le réseau existant, j'ajoute cette fois-ci mon réseau dans le réseau existant. Et en fait, ils vont être définis
seulement par rapport à leur mix de production de chaud ou de froid, suivant le type de réseau. Donc là, par exemple, j'aurais un réseau distant, par défaut, il y a 50% de gaz, 50% de gaz fossile. Je ne vais pas l'utiliser ici, je peux le mettre. Mais donc, une fois que j'ai créé mes réseaux, il va falloir que je les raccorde au bâtiment et pour tel ou tel usage, en fait. Ça peut être pour l'ensemble des usages de chaud et froid, ou alors ça peut être pour un certain usage. Là, on va dire que c'est quand même une boucle tempérée chaud et froid, donc on va essayer de la raccorder aux usages de chaud et de froid des bâtiments. Donc, on va prendre l'exemple uniquement du bâtiment neuf et du bâtiment rénové. Donc, pour pouvoir accorder le réseau thermique, je vais pouvoir faire une petite sélection sur les bâtiments que je souhaite raccorder. Donc, pour faire une multisélection, soit à l'échelle d'un bâtiment, je peux cliquer directement sur le bâtiment neuf et en fait, il va multisélectionner à la fois toutes les zones de ce bâtiment-là. Je peux également appuyer sur Shift et hop, aller ajouter une autre zone ou un autre bâtiment. Donc là, j'ai multisélectionné l'ensemble. Si je veux raccorder les réseaux de chaleur, maintenant, je vais aller dans le système, dans le chauffage. Je ne vais plus mettre collectif à l'échelle du bâtiment, mais je vais mettre collectif à l'échelle du quartier. Et hop, je vais pouvoir renseigner que dans le détail ici, je clique sur le petit plus, dans la source de chaleur, enfin, à quel réseau je le raccorde, à celui que je viens de créer qui s'appelait boucle tempérée. Idem, on peut faire ça pour l'eau chaude sanitaire. Du quartier, boucle tempérée. Et on peut également, c'est un réseau chaud et froid, le raccorder au refroidissement. Par contre, là, on voit en multisélection, en fait, je ne peux pas toucher au refroidissement parce que tous les bâtiments ne sont pas refroidis. En fait, par défaut, on va aller refroidir uniquement les bâtiments tertiaires. Et on considère que pour ce qui est du résidentiel, on le laisse, on n'a pas de climatisation. Donc là, je vais devoir aller le renseigner à la main. Donc, ce que je peux faire, c'est, je sais que j'ai un bâtiment neuf de bureaux qui est climatisé que je pourrais raccorder à ce réseau de chaleur. Donc, je peux utiliser par exemple le petit filtre. Donc, je peux aller chercher. Donc, je sais que c'est un bâtiment neuf et qui avait un usage de bureau. Hop. Et donc, il va me retrouver en fait mon rez-de-chaussée ici, qui était effectivement du bureau en neuf. Et donc là, je vais pouvoir, dans le refroidissement, mettre que c'est collectif à l'échelle du quartier et ajouter la source froid. Donc voilà pour ce qui est des bâtiments. J'ai encore un outil pour pipette, c'est-à-dire que je peux aller copier des propriétés d'un des bâtiments dans un autre. Si j'ai été remplir toutes les caractéristiques d'un bâtiment et je me dis, ah bah tiens, j'ai pas forcément utilisé la multisélection en amont, mais je me rends compte qu'il faut que je mette exactement les mêmes caractéristiques dans un bâtiment, je vais pouvoir utiliser directement l'outil pipette. Donc voilà pour les bâtiments et les réseaux. Après, on a également un ensemble de données liées aux espaces extérieurs. Donc si j'en sélectionne un, j'ai aussi un ensemble de contributeurs qui vont être relatifs à ces derniers. Donc on a encore les données générales qui sont les données du plan masse. Après, pour le système, on va pouvoir renseigner les stratégies d'éclairage. Pour les produits de construction, ça va être davantage sur le transport des produits de construction et la typologie de voirie. Et pour l'eau, après, ça va concerner l'arrosage des espaces extérieurs. Voilà, et donc je reviens peut-être un peu je fais le chemin un peu inverse ici pour reparler après des quartiers. En fait, les quartiers, on va pouvoir caractériser l'ensemble des paramètres qui ne sont ni propres au bâtiment ni propres aux espaces extérieurs. Donc, ça peut être l'un ou l'autre. Ça peut être lié au mode de traitement des eaux usées ou au mode de collecte des déchets. Donc, par exemple, pour les déchets, on va avoir un mode principal porte-à-porte. Et encore une fois, on peut aller chercher, préciser un peu plus dans le détail cette façon de gérer les déchets. Donc, si je mets mode principal porte-à-porte, par exemple, pour le mode de gestion détaillée des déchets ménagers, je peux cliquer ici. Et donc, effectivement, en fait, pour la plupart des déchets, il va me mettre un mode de collecte en porte-à-porte. Si ici, j'avais choisi de mettre du climatique, par exemple, là, pour
Donc, c'est possible, mais effectivement passer en automatique. Donc voilà, je peux paramétrer toujours à différents niveaux. Et enfin, voilà, je pense qu'on a fait le tour à l'échelle quartier. C'est pareil, Emilia, si tu as quelque chose à rajouter. Non, de toute façon, on n'a pas le temps de rentrer dans tous les leviers, mais c'est un aperçu un peu. On a des idées, oui. Ça marche. Et du coup, à partir de là, bon, moi, j'ai renseigné mon plan dans un premier temps, j'ai renseigné ma stratégie, je peux aller commencer à lancer une simulation. Donc, j'ai plusieurs types de simulations, en fait. Je peux avoir la simulation, on va juste aller chercher les impacts environnementaux liés au projet qui a été renseigné, donc peut-être l'onglet projet uniquement. Soit je peux aller lancer la simulation et celle associée au projet de référence. Donc, comme on disait, en fait, c'est là où l'outil va générer le projet de référence associé et pouvoir calculer le score énergie et le score carbone. Sinon, je vais avoir deux autres types de simulations. Soit je vais faire toujours projet plus référence, mais j'ai ajouté l'empreinte habitant. Donc là, ça va être la matrice où on a étendu le périmètre. On n'est plus seulement au niveau des leviers aménageurs, mais on a étendu le périmètre à toutes les activités de l'habitant. Et sinon, on a le calcul un peu plus long où là, on va aller lancer en fait, la méthode de Chaplet. Donc, c'est pour obtenir finalement le graphique qui a été présenté où on voit apparaître le scénario optimal et quelles sont les différentes actions que je peux faire encore pour atteindre cet optimum. Donc, par défaut, la référence, elle est calculée automatiquement. Donc, ce que je disais, pour les bâtiments dont les dépôts de permis sont avant 2022, on va avoir RT 2012 et après 2022 plutôt RE 2020, avec différents seuils, en fait, suivant l'année. Après, on peut forcer cette dernière. En fait, soit on va mettre tout en RT 2012 du pré RE 2020, ou alors on peut forcer différents seuils. Si on veut se comparer, par exemple, au seuil 2025 de RE 2020. Donc là, on va laisser calcul automatique. Je vais lancer une première simulation avec le projet plus la référence. Donc là, donc la simulation seule ou projet plus référence, c'est de l'ordre de la minute. Enfin, le temps de simulation est dans la minute. Pour ce qui est du calcul avec l'empreinte à l'habitant, on va être plutôt sur la dizaine de minutes. Et pour le chapelet, alors chapelet, vous verrez, il y a différents niveaux de précision, mais on va être plutôt de l'ordre d'une heure à quelques heures. Et ça va encore une fois dépendre finalement de la taille du quartier qui est modélisé. Donc, plus ce dernier sera gros, plus on va avoir des temps de calcul importants. Sachant que là, on est en ligne, hein, donc vous pouvez très bien fermer la fenêtre, revenir. Enfin, il n'y a pas besoin de laisser votre ordinateur ouvert, ça tourne dans le cloud, comme on dit. Donc vous pouvez très bien partir, le lancer un soir pour les calculs les plus longs comme Chapelet. Je vois une question rapidement sur le navigateur web conseillé. C'est plutôt Chrome, Firefox ou Microsoft Edge. Ouais, on avait vu qu'il y avait peut-être potentiellement des problèmes sur c'était Safari ou Ouais, un, Safari. un navigateur Mac qui pouvait avoir parfois des problèmes d'affichage. Mais sinon, oui, Chrome, Edge et Firefox, en tout cas, ça marche bien a priori. On est beaucoup sur Chrome, nous, donc on est sûr que Chrome, ça marche très bien. Mais les autres aussi, normalement. Je te laisse reprendre, Marie. Ça marche. Donc là, on va réapparaître cette fois-ci des résultats. C'est-à-dire que là, les résultats sont disponibles. On peut aller les entrer dans une nouvelle page qui va être cette fois-ci donc la page résultats. On voit en fait toujours notre fond de plan avec les différents bâtiments que je peux agrandir en fait pour plus de lisibilité. Déjà dans ce fond de plan, on peut voir apparaître quelques résultats. Donc là, à l'arrivée sur cette page, ça va être les résultats en termes de besoin de chaud. Donc on peut voir comparer déjà les bâtiments les uns avec les autres. On peut changer en fait l'affichage et choisir un autre type de résultat. Besoin de 3, besoin de 16, etc. Hop, je peux revenir en fait en arrière et quitter le mode plan de la carte pour passer en fait au résultat plutôt graphique. Donc, comme pour la page plan masse et stratégie, on a toujours cette navigation. En fait, on va pouvoir passer de l'onglet bâtiment à espace extérieur, au réseau thermique, etc. Donc, si on reste dans l'onglet quartier, qui est l'onglet finalement le plus général en termes de résultats, on va pouvoir en fait afficher là donc, le score carbone et score énergie. Donc, parce que j'ai lancé un calcul projet plus référence, j'aurais lancé le calcul projet seul, j'aurais pas pu voir apparaître les scores carbone et les scores énergie. On fait deux types de calculs de score carbone, on le fait avec et sans la mobilité. Parce qu'en fait, pour le moment, la mobilité, c'est pas un contributeur sur lequel on peut enclencher de levier d'action.
Voilà, donc on a la même chose en énergie. Et après, en termes de graphique, on peut choisir en fait différentes vues, soit des indicateurs. Donc là, c'est pareil, j'ai fait le calcul avec la référence, donc je peux l'ajouter. À l'échelle du quartier, on n'a que des sorties absolues, donc on va raisonner par exemple ici directement en termes d'émissions de CO2 équivalent par an total. À l'échelle du bâtiment, on pourra se ramener au mètre carré, par exemple, mais ça va être possibilistique. Et on a un mode agrégé ou désagrégé. Donc peut-être que pour la vue graphique-là, le mode agrégé, c'est plus lisible. Donc on voit réapparaître en fait le graphique où on a pour chaque contributeur les émissions de CO2. On peut aller modifier l'indicateur. Donc là, c'est les émissions de CO2. On a en fait ici les 24 autres indicateurs de la norme. Je vais pas le changer ici. Et donc, on peut voir que pour chaque contributeur, effectivement, là, on a une réduction par rapport à la référence sur le contributeur énergie. Là, je ne sais pas forcément qu'est-ce qui a permis de réduire, enfin, c'est pas le niveau de détail, est-ce que c'est parce qu'on a réduit les consommations de chauffage, le CS, etc. Mais je peux aller en fait les retrouver dans système. Et donc, si je clique sur système, que je remets en comparaison avec la référence, je vois qu'effectivement, là, on a les différents systèmes. Donc, chauffage, refroidissement, chaudière sanitaire, éclairage, ventilation et autres. On voit qu'effectivement, c'est sur le chauffage et le feu sanitaire qu'on a eu le plus de réduction des émissions associées à ces consommations-là. Le refroidissement, en fait, c'est très bien parce que finalement, on avait juste notre bureau notre bureau neuf qui était climatisé. Pour le reste, on était sur du logement collectif. Et après, pour les usages plutôt électriques, donc éclairage, ventilation et autres usages, on a une légère baisse, en fait, qui va être liée au fait qu'on a rajouté des panneaux photovoltaïques sur un des bâtiments. Donc, on considère dans le calcul que l'électricité qui est produite, elle est autoconsommée directement. Donc, voilà pour ça. De la même manière, donc, en général, on pourrait retrouver les produits de construction et en fait, on peut aller chercher le détail dans le produit de construction. Toujours aller le comparer à la référence, par exemple. Là, on voit, en termes de produits de construction, par exemple, on est meilleur sur les espaces extérieurs parce qu'on peut passer plutôt à des espaces verts végétalisés. Ça, c'est l'espace extérieur. Le deuxième lot, c'est les fondations infrastructures. Donc là, on n'a pas bougé. Ça aurait pu diminuer si on avait ajouté, diminué par exemple le nombre de places de parking souterrain. On aurait eu moins de fondations infrastructures associées. Après, les lots 3 jusqu'au lot 7, ça va être des lots liés à la superstructure. On voit que certains contributeurs sont investis par rapport à la référence. Donc là, ça va être lié au fait qu'on a utilisé pour les bâtiments des matériaux mixtes, par exemple. Et après, pour les systèmes, donc 8 à 12, on n'a pas de changement, sauf, et on va avoir juste un changement pour le lot 13 qui va être les équipements de production solaire. Donc là, on a ajouté un peu d'émissions qui vont être associées à la production des panneaux PV qu'on a mis sur le bâtiment rénové. De même, on peut afficher les graphiques sur l'eau, les déchets, la mobilité, le chantier, par exemple. Bon, là, par exemple, chantier, je vais avoir l'impact du transport de la terre, des travaux de mode de gestion et également du changement d'affectation des sols. Donc là, on est en négatif, c'est-à-dire qu'on est passé à plus de végétalisé par rapport à la référence, on a un taux de stockage carbone qui est moindre. Donc voilà, là, on a vu de façon générale sur tout le quartier les différentes sorties. On peut aller voir ce qui se passe bâtiment par bâtiment. Donc, on va les bâtiments, je vais cliquer sur l'onglet correspondant, puis je vais aller sélectionner un bâtiment. Donc là, si je prends le bâtiment neuf, par exemple, on va aller sur le chantier. Si je reviens sur général, hop, intéressant, c'est que la carte, elle va être changée. Donc là, je peux également changer de bâtiment ici. Je fais inscription au bâtiment neuf. Je vais avoir un certain nombre de sorties qui sont des sorties réglementaires associées à ce bâtiment-là qui sont calculées. Puis je retrouve en fait mon graphique avec cette fois-ci des sorties absolument normalisées, c'est-à-dire que je vais pouvoir me ramener à 1 mètre carré de ce bâtiment-là. Et donc, je vais pouvoir encore mettre en mode agrégé ou désagrégé. On n'aura plus de comparaison possible à la référence à ce niveau-là. Et donc, on a encore notre répartition suivant les différents contributeurs. Et donc, on peut aller encore une fois aller spécifier un peu plus dans les détails, enfin, pour aller voir nos résultats un peu plus dans les détails, donc pour les systèmes, par exemple, pour construction, etc.
avec toujours un peu des données en fait plus génériques sur par exemple, l'utilisation de systèmes d'appoint ou de production et d'autoconsommation. Donc là, c'était pas un bâtiment qui était raccordé à des panneaux photovoltaïques en toiture. De construction également, on va voir en fait les besoins climatiques du bâtiment en question. Pour l'eau, on va voir la consommation, des petites données comme ça. Et donc de la même manière pour les espaces extérieurs, donc je vais pouvoir aller naviguer dans les espaces extérieurs et recouper les impacts associés. Là, ça va être pour la gestion de l'eau, par exemple. On va voir la répartition entre eau potable, je pense, en 4, récupération d'eau de pluie. Donc là, j'avais décidé de pas en faire, ou la consommation de l'eau. Et pour les réseaux, là, je peux aussi accéder au mix, finalement, de production de chacun des réseaux. Donc là, en fait, je vais avoir le mix chaud. Donc ça va être principalement la géothermie, basse température, une partie d'énergie fatale et le reste en gaz fossile. Et après, on va avoir le mix ECS et froid, donc avec un peu plus d'énergie fatale, parce qu'on est en boucle tempérée. Donc, étant donné que ce sont des usages qui courent pendant la même période, c'est-à-dire la période estivale, on va avoir à la fois des besoins de chaud et froid. On va pouvoir faire davantage de récupération de chaleur fatale. Donc, c'est plus intéressant, par exemple, pour l'ECS, la climatisation, que pour le chauffage. Voilà pour ces résultats-là. Après, si on revient au projet, à la stratégie, on peut lancer justement le calcul de Chaplet. En fait, je reviens sur ma stratégie, parce que c'est le lancement du calcul de Chaplet. Il va nous amener à une nouvelle page où là, en fait, on va pouvoir choisir. En fait, donc, on va calculer un scénario optimal en testant un ensemble de leviers en fait, qui vont nous permettre d'atteindre cet optimum-là. Mais on peut choisir de désactiver certains de ces leviers, des leviers associés si on considère que, par exemple, ce n'est pas possible de rénover les bâtiments existants qui ne sont pas déjà prévus en rénovation, c'est-à-dire les 3-4 bâtiments qu'on avait qui sont existants et qu'on n'a pas rénovés. On peut dire, en fait, non, ceux-là, on ne peut pas y toucher, donc on va désactiver les leviers qui y sont associés. On peut aussi désactiver d'autres leviers, je sais pas, par rapport aux constructions, par exemple, en disant non, mais en fait, de la même manière, ce n'est pas possible d'avoir des matériaux de construction biosourcés, par exemple. Donc, en fait, on peut décider d'activer plusieurs leviers. On peut faire donc le calcul de Chaplet sur les différents indicateurs. Donc là, on peut rester sur carbone, mais on a encore une fois les 24 indicateurs. On a différents niveaux de précision. Donc, une estimation rapide à un calcul plus détaillé. Et après, on peut faire en fait un calcul géométrique. C'est-à-dire que, bon, j'en ai pas spécialement parlé pour en masse, mais on peut en fait mettre plusieurs bâtiments dans un seul même groupe. Et du coup, dans ces cas-là, on aura possibilité en fait de faire un calcul multiple. Voilà, on a une petite remarque avant de lancer une simulation. Chaplet, on peut le lancer qu'une. Alors, je me trompe, mais on peut en lancer qu'un seul par session à la fois. Et on ne peut pas avoir 3-4 chapelets qui tournent en même temps, c'est un calcul plus long. Donc après, bon, je ne vais pas le faire ici, mais on peut lancer directement la simulation. Vu que ça prend quelques heures, je vais vous montrer les résultats de Chaplet donc, sur un projet qui avait été fait en amont. Je vais ouvrir le projet. Donc en fait, quand on fait le calcul de Chaplet, on retombe également sur la page de sortie où on a de la même manière en fait, les sorties du projet plus référence. Et si on descend en fait au-dessous des graphiques liés aux émissions du quartier, on va avoir en fait le diagramme d'aide à la décision qui est ici. On le voit apparaître là. On a plusieurs typologies de vues qui sont proposées. La plus intéressante, c'est peut-être la vue en panier d'action, qui permet de regrouper en fait certaines catégories et rendre le tout visible. Donc là, on peut seulement visualiser notre projet, donc qui est la stratégie en cours par rapport au projet de référence et à la meilleure stratégie. Donc en fait, on voit que c'est sur la boucle tempérée qui a fait qu'on a déjà pas mal réduit les émissions de carbone associées. Alors là, on n'a pas trop de levier d'action possible parce qu'on a mis qu'on ne pouvait pas toucher au bâtiment qui était existant. Et en fait, finalement, on se ramène qu'à 2 bâtiments sur l'ensemble. Mais on va pouvoir quand même avoir des actions possibles, notamment sur la gestion des déchets, donc qui propose le compostage de quartier, par exemple.
sur ce qui est de la gestion du chantier. C'est pareil, on propose un mode de transport alternatif plutôt, etc. Voilà, et donc là, oui, quand on lance le calcul de Chaplet, on a parlé aussi le calcul d'empreinte à l'habitant, on peut le lancer seul. Donc c'était, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est le troisième type de sortie que l'on peut lancer dans la stratégie. Et donc là, on a la matrice finalement de l'impact à l'habitant. Donc on retrouve en fait les données liées à l'aménagement qui sont ici, puis après on va avoir les données plutôt liées ou bien de consommation, à sa mobilité. Donc on va avoir la mobilité à la fois longue distance et la mobilité régulière et locale, l'alimentation et les services. Donc sur chacun, je peux cliquer et voir en fait la part de chaque sous-catégorie. Et donc on voit que dans ce calcul-là, bon, c'est pas un quartier qui est génial. On a une empreinte carbone qui est à 9,1 tonnes de CO2 équivalent par an, sachant que la moyenne qui a été considérée, c'est la moyenne nationale à 10,1. Et donc, on se positionne en fait sur un quartier qui est compatible avec l'année 2025 sur la trajectoire en fait, qui va jusqu'à 2 tonnes carbone ici à l'horizon 2050. Donc voilà pour ce qui est des résultats. On peut également comparer les résultats. Donc là, on avait été voir stratégie par stratégie les résultats. On peut faire plusieurs stratégies et aller comparer en fait les résultats de toutes les stratégies grâce à l'onglet en fait comparer des résultats. Donc si je clique ici par exemple, je vais pouvoir sélectionner un ensemble de stratégies qui est faite. Alors ça peut être des stratégies associées à un seul plan masse ou à plusieurs plans masse, sachant qu'il faut peut-être être plus prudent quand on compare les stratégies de différents plans masse parce qu'on ne compare pas forcément toutes choses égales par ailleurs, on n'aura pas la même programmation initiale. On peut en sélectionner au maximum 5. Donc là, moi, j'avais un cas où je peux sélectionner la stratégie de base. J'ai un cas où j'avais mis développement de performance. Puis dans le plan masse où j'ai autorisé la rénovation des bâtiments, je peux également sélectionner les résultats. Là, j'ai sélectionné 3 résultats. Je peux cliquer sur comparer. Et donc là, j'ai une nouvelle page de sortie qui est plutôt destinée à de la comparaison. Donc, par exemple, le score carbone, on va voir le max en fonction de telle ou telle stratégie. Donc, on a une stratégie au minimum qui va à 13,9% et la stratégie max était à moins 17,8%. Et au niveau des graphiques, on voit également apparaître en fait l'ensemble des stratégies. Donc, on va les mettre aussi en agrégé. Mieux. Donc, la stratégie A et B, c'est là où on ne touche pas au bâtiment rénové, par exemple, on a très peu de différence. On a juste à améliorer un peu la performance énergétique de certaines enveloppes. Et donc, on voit que c'est la stratégie C, par exemple, pour enseigner à rénover tous les bâtiments du quartier, qu'on arrive à mieux réduire les impacts liés à la consommation énergétique. Donc, voilà, on voit ceci. Après, je pense que je ne vais pas rentrer dans le détail de tout. Je ne sais pas si Emilia, tu as des choses à ajouter par rapport aux sorties. Non, je pense que tu as tout montré, modifier l'indicateur, les unités, la comparaison de stratégies, qu'elles appartiennent ou pas au même plan masse. Donc si elles appartiennent pas au même plan masse, on n'aura évidemment pas la carte, puisque la carte, le plan masse sera différent. Donc dans ce cas-là, on ne va pas afficher la carte, c'est pas pertinent. Mais ça permet quand même comme ça d'aller comparer des choses un peu plus larges que juste la mise en œuvre différente d'un même programme, mais de pouvoir tester des programmes différents, capacités différentes, etc., pour voir en absolu quel est le meilleur choix pour notre quartier. Même en localisation, si on veut jouer sur la localisation. Il y avait quelques questions, on a essayé de répondre avec Excel en direct. Il y en a quelques-unes qu'on a laissées de côté pour l'oral, enfin pas beaucoup d'ailleurs. C'est fini, Marie, pour le Ouais, tour là? finalement, je Pour répondre aux questions. pensais être plus long. Non, On va bah, ça aller laisse vite. du temps d'échange. Alors, je vais juste amorcer, puis après, n'hésitez pas à lever la main, on le fera à l'oral pour la suite, maintenant, vu que c'est terminé. Il y avait une question d'Hugo Clément sur comment était comptabilisé donc, le poids de la mobilité, le poids carbone de la mobilité aujourd'hui dans l'outil. Donc, c'est ce que Marie présentait. En fait, il n'y a pas aujourd'hui de levier, mais donc on le calcule quand même. C'est-à-dire qu'en fait, on a une base de données des parts modales et des déplacements par type d'usager, donc en gros habitants, travailleurs, à l'échelle de l'IRIS sur toute la France. Et
Et en fait, ce qu'on fait après, c'est qu'on multiplie ces types de déplacements par le nombre de travailleurs et d'habitants de notre quartier. Mais donc, en fait, c'est une photographie de la mobilité à l'instant T. Et c'est pour ça que les pistes d'amélioration de ça aujourd'hui, puis surtout qu'on fait de l'ACV où on va faire 50 fois la même année, on sait que la mobilité, c'est un des domaines qui va le plus évoluer dans les prochaines années avec les interdictions progressives des voitures thermiques, etc. Et donc, on est en train de modifier ça pour à la fois ajouter de la prospective, donc ne pas faire 50 fois la même année sur la mobilité, et de pouvoir essayer d'intégrer des leviers dits aménageurs. Donc, je sais pas, je mets des garages à vélo, donc j'ai peut-être un peu plus de vélos, je diminue le nombre de places de parking, donc ça joue pas uniquement sur le carbone de construction, mais aussi sur peut-être que j'aurai moins de personnes qui auront une voiture, etc. Donc ça, ce sont les chantiers actuels sur la mobilité. Mais aujourd'hui, c'est une photographie à l'échelle de l'IRIS de la mobilité qui est fait. Donc on a les kilomètres parcourus, puis après on multiplie par des facteurs d'émission, par type de véhicule, etc. Prenez la parole, hein, enfin, je Il y a vois les une mains autre, levées là. tu as eu une autre question sur les différences avec l'outil Viscab. Je ne sais pas si vous connaissez. Si, moi je connais. Alors l'outil Viscap, c'est pas mal fait aussi pour l'échelle bâtiment. Là, on est sur vraiment une échelle quartier avec des calculs aussi très dynamiques. Enfin, on a vraiment beaucoup de moteurs de calcul dynamiques. Donc c'est pour ça que le calcul, même si on met beaucoup de puissance, prend du temps. C'est des choses, aujourd'hui, a priori, de ce qu'on a regardé chez les autres, Urban Print est l'outil, on va dire, le plus fin, puisqu'il permet de prendre en compte de plus de phénomènes physiques pour calculer les fameux quantitatifs qui, après, vont déduire des évaluations, enfin, des impacts environnementaux. Donc, pour l'évaluation, c'est quand même intéressant, puisque ça permet de... Bon, on sait que voilà, des approches par ratio et autres, bah, on voit très bien sur les bâtiments que ça peut changer beaucoup de choses en fonction de la forme du bâtiment, ce genre de choses. Donc, ça permet d'être sûr de vous orienter vers les leviers qui sont en effet dans votre contexte et plus pertinents. Je me suis mis dans le chat. Alors, est-ce que c'est la même chose pour l'alimentation et le mode de consommation méthode que pour mobilité et travail sur le levier de l'aménageur? Oui, alors c'est ça. L'alimentation, alors donc quand on étend à l'empreinte habitant, là on fait un mix. Donc là on fait la vraie ACV sur le périmètre aménagement. Donc en gros c'est ça, on calcule des kilowattheures consommés, des tonnes de béton consommées, etc. Et après on se branche à la base Ignace pour calculer les impacts. Donc ça répond à la question d'ailleurs d'Astrid Rigou. Euh, donc, en effet, c'est les F2S de la base Ignace, plus des fiches qui ont été faites pour espace extérieur quand elles n'existaient pas dans la base Ignace sur mesure. Et donc, à partir de ça, donc ça, on a notre ACV classique. Pour faire l'ACV de comment on évalue les biens, l'alimentation, l'impact de l'alimentation, etc., on utilise une ACV dite économique. Alors, on vous orientera peut-être, si on veut mettre le lien, vers la méthode carte énergie carbone qui explique tout ça, parce que c'est assez complexe. Mais globalement, on a l'inventaire des émissions en France croisé à des inventaires d'échanges économiques en France, ce qui nous permet d'arriver à dire 1 euro d'un smartphone acheté émet tant de CO2. 1 euro investi dans un smartphone émet tant de CO2. Et en fait, comme ça, on a le budget des ménages qui est pris localement. Donc ça, c'est le recensement de l'INSEE qui nous permet d'avoir différents profils de ménages. Ils vont avoir donc un budget, ils vont dépenser ce budget-là en alimentation, en biens de consommation, etc., associé à ces facteurs d'émission qui ont été calculés entre ces croisements de bases de données environnementales à l'échelle française et économique. Et ça nous permet d'arriver à une estimation donc de l'impact carbone de ces autres contributeurs qui ne sont pas, on va dire, de la CV classique. Et donc au début, c'est comme ça qu'on arrive à compter et on espère un jour pouvoir commencer à valoriser des leviers d'e-soft sur ces aspects-là. Mais Urban Print, comme je disais, est très quantitatif, enfin très calculatoire. Donc on ne met pas des points bonus ou des choses comme ça. Donc on est obligé d'attendre d'avoir soit beaucoup de retours d'expérience sur ce genre de levier, soit d'être un peu sûr de nos méthodes pour les implémenter. Les données sur l'espace public, ça, c'est en gros les mêmes que pour les bâtiments. Comme je disais, on a parfois recréé des types de voiries particulières donc directement fait côté Efficacity pour arriver à des données prêtes à utiliser pour Urban Print. Sauf si Axel voulait rajouter quelque chose, Marie. Est-ce que j'ai oublié une question?
je remets. Toutes celles d'avant avaient été répondues. Tu veux peut-être répondre sur la base de données des parts modales, parce qu'on a l'Île-de-France et hors-Île-de-France. C'est ça, en Ou fait. et on demande quelles sont les sources d'enquête ménage L'enquête déplacement. L'enquête ménage déplacement pour Région la France et l'enquête globale transport pour l'Île-de-France. Pour le reste, ouais. Alors, pouvez-vous, s'il vous plaît, préciser les calculs de conso par bâtiment connecté au réseau de chaleur? Donc, Marie vous a présenté qu'il y avait deux types de réseaux. Les réseaux dits à l'échelle quartier, c'est-à-dire que dans ce cas-là, on connaît tous les bâtiments qui sont reliés sur notre réseau. Donc, par exemple, une boucle tempérée, c'est souvent le cas. Et donc, dans ce cas-là, on fait un calcul au pas de temps horaire dynamique. Puisqu'on connaît tous les bâtiments reliés, on peut facilement en déduire l'état de notre boucle, de notre réseau, et donc faire un calcul fin, en gros. Pareil, le réseau est autodimensionné en fonction on l'affiche pas sur la carte, mais on crée des trajets pour calculer les longueurs de tuyaux, les pertes, etc. C'est autodimensionné en fonction des bâtiments qui sont reliés. C'est aussi une autre importance de pourquoi on veut les représenter sur la carte, pour savoir un peu, à peu près estimer les longueurs de tuyaux, etc. Et l'autre type de réseau, c'est les réseaux qu'on appelle existants ou échelle ville. C'est-à-dire, c'est des réseaux qui soit étaient là avant, soit en gros ne desservent pas uniquement notre quartier. Donc notre quartier va se brancher dessus, par exemple la CPCE à Paris, mais notre quartier va avoir une influence marginale dessus. Et donc dans ce cas-là, on peut directement renseigner les caractéristiques moyennes annuelles de ce réseau, donc le mix moyen annuel, qui est en gros celui qu'on retrouve chez l'exploitant, qui est disponible sur des sites comme ViaSeva, donc des bases de données comme ViaSeva. Et d'ailleurs, UrbanPrint étant relié à ce type de base de données, permet de pré-remplir automatiquement ces informations-là s'il détecte un réseau à proximité. Donc ça vous permet, quand vous arrivez sur votre stratégie, de voir éventuellement la CPCU dans la liste des réseaux disponibles et déjà renseigné. Vous pouvez évidemment le modifier si vous le voulez. Et donc dans ce cas-là, ce qu'on fait, c'est qu'on va appliquer le mix moyen annuel, c'est-à-dire pour tout kilowattheure pris du réseau, on va appliquer le mix moyen annuel pour calculer les impacts. Donc c'est moins fin, c'est un bilan annuel, quoi. Mais ça permet de prendre en compte les deux types de réseaux. Voilà. J'espère que ça répond à la question. Il y a aussi une main levée, Monsieur Mourad. Je ne sais pas si vous avez toujours une question. Oui. Excusez-moi, le chat ne fonctionne pas chez moi, donc je voulais juste poser une question sur la stratégie optimale qu'on a vue sur le graphique Shapley. En fait, moi, j'ai travaillé sur UrbanPrint sur les projets tests dans le cadre, sélectionnés par l'ADEME. Et la question qui revient tout le temps, c'est comment cette stratégie optimale a été définie par UrbanPrint. Comment vous faites pour savoir quel est le projet optimal pour ce site? On fait beaucoup de calculs. On part pas, il n'y a pas de a priori. L'idée, c'est justement c'est pour ça qu'on n'a pas toujours les mêmes conclusions sur le contexte. Je sais pas, dans le Nord, on va peut-être pas préconiser. Le logiciel ne va peut-être pas préconiser des installations photovoltaïques, alors que dans le Sud, il va peut-être le faire systématiquement. Mais en fait, ça, c'est calculé. Donc, en fait, on fait des milliers de simulations où on active tous les leviers jusqu'à trouver le meilleur cas parmi les leviers disponibles et dans le contexte. Et donc, c'est tout simplement une analyse de sensibilité, alors qui est faite un peu intelligemment pour pas que ça dure des jours et des jours. Donc, notamment avec un algorithme génétique qui permet d'arriver le plus rapidement possible à la meilleure solution, trouver la meilleure combinaison de leviers à activer pour ce quartier. D'accord. Et est-ce que vous prenez en compte la capacité, on va dire, technique de certains, si on parle des matériaux de construction comme le bois, si on a des bâtiments très hauts, est-ce que vous prenez ça en compte? Par exemple, on ne peut pas faire des tours avec du bois, par exemple. Exactement. Ça, c'est pris en compte. C'est-à-dire que, par exemple, si le levier il sort à la fin, l'optimal est dit mettez du biosourcé, et en fait, il va mettre le maximum de biosourcés qu'il peut. C'est-à-dire qu'il y a en effet des logements, des immeubles en gros plus petits ou moins de 6 étages, ou qui ne sont pas en support d'un autre bâtiment, donc n'ont pas des besoins structurels incroyables. Ils vont être on va dire en bois, en gros, des planchers aux façades, à la structure. Par contre, il est intelligent, il va dire quand là j'arrive, j'essaie d'appliquer du biosourcé à un bâtiment qui fait 30 étages, en fait, il va pas faire ça. Il va essayer de mettre le maximum de biosourcés. Donc, par exemple, il va être mis en mixte. Mixte, c'est typiquement, j'ai une façade bois, mais j'ai un noyau béton.
Donc, il y a ce genre Ok. de règle, en effet, de cohérence qui est pris en compte dans l'application des leviers. D'accord. Et c'est d'ailleurs ce Merci. qui fait qu'on n'a pas toujours les mêmes résultats et que, par exemple, un ratio ne pourrait pas montrer ça. Si on faisait des approches par ratio, comme dans des Excel ou des logiciels que d'autres ont, on aurait plus de Oui. mal à avoir cette intelligence-là. Oui. Merci. Il y a aussi une question sur les FDES, enfin les données, mais je suis pas sûre d'avoir compris la question. Madame Rigaud, si vous voulez bien préciser. Oui, Parce que... bonjour. Bonjour. Vous m'entendez, c'est bon? Oui. Oui, oui, bonjour et merci pour la présentation. C'était notamment, on avait été, notre projet faisait partie des sites pilotes et dans les modes constructifs, l'utilisation des FDES pour l'analyse des modes constructifs avait notamment, enfin, dans les résultats, on voyait que les modes constructifs bois avaient très peu d'impact, en tout cas de gain carbone par rapport à des modes constructifs béton, notamment en lien avec les FDES qui prenaient en compte que le bois, au bout de 50 ans, il rejette le carbone. Enfin, c'était des données, on va dire, actuelles des FDES qui sont en cours de travail, mais ça valorisait pas du tout des modes constructifs biosourcés, notamment dans notre quartier, on utilisait le bois. C'était vraiment une réduction de 4%, je crois, des émissions là-dessus. Et donc, ma question était de savoir si il y avait un peu des réflexions en cours par rapport à ces sujets de temps en temps où on a voilà, peut-être des FDES qui sont trop pénalisantes ou autres. Est-ce que de temps en temps, il y a des modes de calcul un peu plus spécifiques sur certains volets, et notamment le Alors, biosourcé? votre quartier, il datait d'il y a combien de temps? À C'était l'époque, vous l'avez fait un des premiers, non? oui, c'était un des premiers sur Saint-Julien. C'était Saint-Julien-Genevois, oui. ouais, Saint-Julien-en-Genevois, et on avait dû Alors, faire ça en 2000, 2020, ouais. terminé, ouais, 2020, ouais. Oui, non, ça a bien évolué depuis. C'est-à-dire qu'en fait, avant, il y avait. Alors, déjà, c'était pas, à mon avis, 4%, c'était 4% sur l'ensemble des prix de construction, mais ça prend aussi les Ouais, équipements, oui, etc. Mais oui, sur la oui. partie structure, ça doit être quand même moins. Mais en effet, c'était pris en compte. On a refait un travail sur les fiches pour exclure des fiches pénalisantes ou standards, Ok, pour prendre des fiches les plus réalistes possibles. Et en plus, maintenant, donc ça, c'était, ça, c'est, on se branche sur des fiches, on va dire, qu'on met à jour régulièrement, en essayant de prendre des fiches médianes, mais non pénalisantes. Parce que notre but, c'est de estimer la réalité plutôt que on fait pas de la réglementation. ouais. Et enfin, aussi maintenant pour le stockage carbone, maintenant dans Urban Print, il y a la possibilité, enfin bientôt pour vous, puisqu'en fait, c'est pas poussé sur prod, mais on va dire, ça va être poussé d'ici la fin de l'année, d'avoir les résultats en ACV dynamique aussi, de la RE 2020. Et forcément, l'ACV dynamique, elle valorise le stockage carbone dans le bois, puisque il y a pas les mêmes pondérations entre l'année zéro et la fin de vie. Et donc, ça va d'autant plus en dynamique favoriser Ok, les constructions bois, par exemple. ok, Alors qu'en classique, c'était d'accord. neutre, puisque ce Ouais, qu'on gagnait au c'était. début, on le relâchait à la fin. Et ça va du coup être dans les modules qui sont en train d'être complétés dans l'ortie Urban Print, cet ACV dynamique. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, on aura un bouton qui permet de dire, là aujourd'hui, on est en ACV statique, là c'est on va dire officiel, à l'échelle mondiale, on va dire, celle de la norme. Mais avec un bouton RE 2020, on va pouvoir switcher sur regarder les graphes en dynamique pour voir ce que ça donne. Et bien sûr, les indicateurs RE 2020, eux, sont toujours calculés en dynamique. Donc on a vu quelques-uns là, les indicateurs réglementaires Mm. sur lesquels est passé Marie, ceux-là sont forcément calculés avec les hypothèses de la RE 2020. Donc voilà. Mais pour les graphes, pour pouvoir voir les différents gains, on va pouvoir switcher entre les deux pour laisser le choix. Ok, d'accord. Et du coup, j'en profite. L'autre question que j'avais, c'était par rapport dans le label BBC à quartier là, qui a été mis en place. Vous Ouais. disiez que du coup, les indicateurs IC pourront faire partie des Oui. paramètres qui pourront sortir de l'outil. Et alors, du coup, pour l'IC aménagement qui prend en compte notamment la mobilité, ça veut dire que pour l'instant, il n'y aura pas forcément de réduction, en tout cas de mesures d'impact possible, tant que les modules mobilité ne sont pas encore intégrés. Oui, ça sera juste J'imagine. Ouais. lié à votre programme, votre localisation, votre Ok. mixité, quoi. Mais oui, il n'y aura pas de levier supplémentaire. Mais l'idée du label BBCA, c'est pas que forcément que tout le monde puisse l'avoir, même s'il y a des modulations en fonction de la mobilité, justement parce qu'on sait que ça joue beaucoup, si on est Ouais. en périurbain, rural ou autre. Mais en tout cas, c'est pris en compte. Et là, on est à l'heure actuelle en train de finir d'implémenter les résultats du label BBCA pour que directement avec un calcul Urban Print, vous puissiez avoir accès aux indicateurs de BBCA quartier. Et donc que vous soyez même
dans la démarche ou pas, vous les aurez. Ça peut aussi donner des idées aux gens qui voient qu'ils passent, enfin qu'ils ont le label a priori, donc d'y aller, d'aller faire la démarche pour l'obtenir officiellement. Ok, ça marche. Eh ben, merci beaucoup. Je me fais connaître. Alors, il y a eu pas mal de Euh, questions. Ouais. Il y a une question sur est-ce que les stratégies de réemploi de matériaux peuvent être valorisées? Aujourd'hui, il y a le réemploi de terres excavées in situ qui est pris en compte par Urban Print, mais il y a un gros module qui va être ajouté dans les années à venir pour valoriser le réemploi de matériaux vraiment dans les bâtiments et les constructions. Et Ouais. après, est-ce que les résultats permettent de différencier les émissions en phase travaux et celles relatives à l'habitation des quartiers et de le comparer avec l'existant? Si je comprends bien, l'objectif ici serait de comparer une utilisation d'existant contre une démolition puis reconstruction neuve. Mais je suis pas sûre d'avoir tout à fait saisi, mais en tout cas, tous les scénarios sont possibles à comparer dans Urban Print, dans le sens où vous pouvez à la fois modéliser votre quartier avec l'existant, le modéliser en mettant l'existant et la rénovation de l'existant. Et est-ce que ça vaut plus le coup de démolir puis reconstruire avec du neuf? Donc en fait, tous les scénarios peuvent être comparés dans ce sens-là. Ouais, et on est même en train d'ajouter des indicateurs directs qui vous donnent, on va dire, le retour sur investissement de la rénovation en termes carbone, et donc vous permettent de aussi voir les bâtiments où c'est le plus intéressant de rénover. En gros, si vous rénovez un bâtiment de 2012 donc en remettant des matériaux alors qu'il n'avait pas des besoins très importants, bah forcément, vous allez peut-être même jamais rentabiliser la rénovation ne vaut peut-être pas le coup. Et à l'inverse, d'autres, ça permet de voir aussi si c'est mieux quand même de faire la rénovation parce qu'elle est vraiment très rentable par rapport à une déconstruction, reconstruction. Il y avait une question sur les géométries, sont-elles en 3D ou en 2D+? Elles sont en 2D+, donc on extrude. Par contre, on a vu qu'on pouvait empiler, si on a des formes de bâtiments un peu bizarres et qui ne sont pas juste des cylindres, on peut évidemment empiler des formes différentes. Et par contre, en effet, on ne prend pas en compte aujourd'hui l'environnement hors bâtiment. C'est-à-dire qu'en effet, il n'y a que le masquage des bâtiments entre eux, mais on n'a pas le fait d'être dans une cuvette. On a les altitudes, mais on n'a pas l'environnement terrain. Voilà. Le terrain n'est pas pris en compte aujourd'hui dans Urban Print. D'ici la mise en place de ce modèle d'économie circulaire, sera-t-il possible de forcer le système pour valoriser cette démarche? Alors, de manière générale, comme pour l'empreinte habitant, vous pouvez tout à fait utiliser, enfin, toutes les données dans Urban Print, toutes les données intermédiaires de calcul, c'est l'avantage de petit des ratios, sont un peu disponibles. Donc, c'est toutes ces choses qu'on pouvait avoir. On peut les exporter aussi pour les retraiter. Donc, vous pouvez, vous aussi, dire, faire vos post-traitements, entre guillemets, qui est de dire, bah voilà, il m'a calculé ça comme impact. Par contre, vu que j'ai 20% de réemploi, j'enlève 20% des impacts, si on le fait de façon grossière, sur tel lot, parce qu'on voit, on a les détails par lot, hein, superstructure, plancher, etc., B. Donc, vous pouvez faire quelques calculs de post-traitement en attendant que ce soit des choses qui sont automatiquement mises dans Urban Print, parce que vous avez accès aux résultats. Est-ce que j'ai loupé des questions? Non, je crois pas. Ah. Non, le rapport de simulation, malheureusement, c'est de télécharger le fichier de simulation et, regarder ou utiliser la fonction filtre qui vous permet très rapidement de voir, par exemple, vous filtrez tous les bâtiments qui ont tel système pour vérifier que ça couvre bien tous les bâtiments où vous allez voir, ils vont apparaître sur la carte, ils vont être colorés sur la carte. Donc, ça peut aussi vous aider à vérifier un peu que toutes les données ont été bien renseignées, que vous n'avez pas oublié de renseigner certaines données. Mais il n'y a pas de rapport de simulation proprement dit, non. Il va peut-être être l'heure, du coup, il est 11h. Je propose peut-être pour conclure de juste avec cette slide, comme c'était déjà mentionné, je pense, par Émilie Excel dans le chat. Donc l'abonnement annuel par licence flottante, il est à 2500 € hors taxe. En sachant que je ne vous ai pas montré dans l'interface, mais on a aussi accès à un guide utilisateur qui est mis à jour régulièrement et en fait qui propose également une petite aide à
sera une petite démonstration que vous pouvez faire suivre pas à pas, en fait. On a un ensemble d'informations qui vont être disponibles avec le CSTB et l'Université Paris-Eiffel. Et enfin, si vous avez une toute autre demande, vous pouvez directement contacter l'adresse email qui est renseignée ici, donc urbanprint.info@pfd.com. Et donc, je vous remercie. Et merci, Emilia et Axel. Et donc, je vais vous souhaiter une bonne journée à tous et un bon début de semaine. Merci, n'hésitez pas à envoyer un mail, soit pour si vous avez des informations supplémentaires sur urbanprint-info ou si vous voulez vous procurer l'outil ou voilà. Merci à tous.